Sophie Moreau. Sophie Moreau s'est éteinte à 15h47, un banal mardi de novembre. À cet instant précis. Antoine Dubois, l'un des hommes les plus riches de Paris, se trouvait en pleine réunion d'affaires, une affaire à 200 millions d'euros. Mais, lorsqu'il sentit cette étreinte au cœur, cette douleur inexplicable qui le fit renverser son verre d'eau, il sut avant même que le téléphone ne sonne, il sut avant que quiconque ne lui annonce la nouvelle. Il sut, de la même manière qu'il savait tant de choses sur cette femme qui n'était que sa gouvernante depuis 6 mois. Si jamais vous avez senti que vous alliez perdre quelqu'un, avant même de savoir que quelque chose n'allait pas, alors, vous comprendrez ce qui s'est passé dans cette salle de réunion. Antoine Dubois laissa tout tomber. Il planta là les investisseurs suisses, abandonna 200 millions d'euros sur la table et courut comme si sa vie en dépendait, parce que, d'une certaine manière, il savait que c'était le cas. L'hôtel particulier Dubois se situait à 40 minutes du quartier des affaires de Paris. Antoine effectua le trajet en 18 minutes. Lorsque sa voiture dérapa sur le gravier de l'allée, il aperçut déjà l'ambulance. Sophie était étendue sur le sol de la cuisine. Léa, sa fille de 4 ans, était à ses côtés, tenant sa main, répétant à voix basse quelque chose qui fit Antoine se figer sur place. « Reviens, maman. Tu as promis. 7 fois. On devait rester ensemble. » Ces mots n'avaient aucun sens. Ou peut-être avaient-ils trop de sens? Les ambulanciers s'activaient frénétiquement. L'un d'eux regarda Antoine et prononça les mots que personne ne veut entendre. Elle ne réagit pas. Il faut l'emmener immédiatement. Antoine monta dans l'ambulance sans demander la permission. Personne n'osa l'en empêcher. Il serra la main de Sophie. Cette main qu'il avait évité de toucher ces 6 derniers mois. Cette main qui faisait battre son cœur à tout rompre d'une manière qu'il ne parvenait pas à s'expliquer. Et, lorsque ses doigts s'entrelacèrent avec les siens, cela se produisit. Une étincelle, pas métaphorique, littérale. Une décharge qui fit clignoter les moniteurs. L'ambulancier le regarda, effrayé. « Monsieur, vous avez senti ça ?» Antoine ne répondit pas, parce qu'à cet instant, pendant une fraction de seconde, il vit Sophie ailleurs, à une autre époque, portant une robe d'un autre temps, mourant dans ses bras, et il entendit sa propre voix, mais ce n'était pas sa voix, disant « Non, pas encore, pas encore ». La vision dura moins d'une seconde, mais elle changea tout. L'hôpital était à 10 minutes. Ce furent les 10 minutes les plus longues de la vie d'Antoine. Il ne lâcha pas la main de Sophie. Il ne le pouvait pas. C'était comme si une force invisible les maintenait connectés. L'ambulancier surveillait les signes vitaux avec une expression de plus en plus grave. Son cœur faiblit. Il faut arriver vite. Antoine fixa le visage de Sophie, pâle, serein, presque comme si elle dormait. Mais il savait que ce n'était pas le sommeil. Il connaissait ce visage. Il le connaissait grâce à des rêves qu'il faisait depuis son enfance. Il le connaissait grâce à une sensation qu'il n'avait jamais réussi à expliquer. Il le connaissait grâce à un endroit que sa raison insistait à dire qu'il n'existait pas. « Qui es-tu » murmura-t-il à voix basse, espérant que personne ne l'entende. « Qui étions-nous » Sophie ne répondit pas. Son cœur s'arrêta pour la première fois, exactement au moment où l'ambulance franchissait les portes de l'hôpital. Les médecins se précipitèrent vers le brancard. Antoine fut poussé sur le côté. Quelqu'un cria « Code bleu !» Des portes s'ouvrirent et se refermèrent. Et il resta là, dans le couloir, avec la main encore picotant du contact avec la sienne. C'est alors que Madame Gisèle arriva, la gouvernante de 75 ans qui travaillait pour la famille Dubois depuis un demi-siècle. Elle tenait la petite Léa dans ses bras, et ses yeux, lorsqu'ils croisèrent ceux d'Antoine, portaient un poids qu'il n'avait jamais vu auparavant. « C'est enfin arrivé », dit-elle, et sa voix tremblait. « Après tant d'années, c'est enfin arrivé. »« De quoi parlez-vous, Gisèle ?» demanda Antoine, irrité, confus, désespéré. Mais avant que la vieille femme ne puisse répondre, un médecin apparut aux portes des urgences. « Monsieur Dubois, la patiente est en arrêt cardio-respiratoire. Nous faisons tout ce que nous pouvons. »
Mais je dois vous prévenir, les chances sont minimes. Antoine sentit le monde tourner autour de lui. Minime. Le mot résonna dans sa tête comme un glas. Il avait perdu sa femme il y a 5 ans dans un accident de voiture. Il avait juré de ne plus jamais tomber amoureux. Il avait construit autour de son cœur des murs si hauts que personne ne pouvait les escalader. Et puis, Sophie Moreau était apparue pour travailler chez lui. Une gouvernante, une mère célibataire, une femme qui n'avait rien à voir avec son monde de milliards et d'affaires internationales. Mais, dès le premier instant où il l'avait vue, Antoine avait su qu'elle était différente. Il y avait quelque chose dans ses yeux, quelque chose de familier, quelque chose d'ancien. Quand elle souriait, il ressentait une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis des décennies. Quand elle pleurait, il ressentait une douleur qui n'était pas la sienne. Et, ces 6 derniers mois, il avait lutté contre cette connexion de toutes ses forces, parce que cela n'avait aucun sens, parce que c'était de la folie, parce qu'il était un homme d'affaires, un homme pratique, un homme qui ne croyait ni au destin, ni aux âmes sœurs, ni à toutes ces balivernes romantiques. Mais maintenant, debout dans ce couloir d'hôpital, avec le picotement du contact avec sa main encore présent, Antoine comprit enfin. Il ne devenait pas fou, il se souvenait. Monsieur Dubois, la voix de Madame Gisèle le ramena à la réalité. Il y a quelque chose que vous devez savoir, quelque chose que j'aurais dû vous raconter il y a bien longtemps. Antoine fixa la vieille gouvernante, pour la première fois. Il remarqua comme elle tremblait, comme ses yeux étaient remplis de larmes, comme elle semblait porter le poids de décennies de silence. « Quoi, Gisèle, que savez-vous » La vieille femme prit une profonde inspiration. « J'ai connu votre arrière-grand-père, Monsieur Henri Dubois. Il m'a raconté une histoire avant de mourir. Une histoire sur votre trisaïeul. Sur une femme qu'il aimait. Sur une promesse faite en 1820. » Antoine sentit un frisson lui parcourir l'échine. 1820. Exactement 200 ans auparavant. « Continuez, dit-il. Et sa voix n'était plus qu'un murmure. Mais avant que Gisèle ne puisse en dire davantage, les portes des urgences s'ouvrirent à nouveau. Le médecin était pâle. Monsieur Dubois. Elle ne réagit plus. La patiente est cliniquement décédée depuis 3 minutes. Mais il y a quelque chose d'étrange. Quoi? Cria presque Antoine. Les moniteurs. À chaque fois que nous essayons d'arrêter la réanimation, ils recommencent à enregistrer une activité. C'est faible, intermittent. Mais c'est comme si quelque chose la retenait ici. Quelque chose que nous ne parvenons pas à expliquer. Antoine n'attendit pas d'autorisation. Il poussa les portes, entra dans la salle d'urgence, et ce qu'il vit le fit s'arrêter net. Sophie était allongée sur le brancard, pâle comme du marbre. Des tubes et des fils connectés à son corps. Les médecins autour d'elle, épuisés, confus. Mais il y avait autre chose qui capturait l'attention d'Antoine, sur le dos de Sophie, là où les vêtements avaient été coupés pour les examens. Il y avait une marque de naissance, mais en forme d'étoile, exactement à l'endroit où, dans les rêves d'Antoine, une balle était entrée, dans les rêves qu'il faisait depuis son enfance, dans les rêves où une femme mourait dans ses bras, portant une robe d'une autre époque et murmurant une promesse qu'il n'arrivait jamais à entendre complètement. Antoine s'approcha du brancard, comme un homme hypnotisé. Les médecins tentèrent de l'arrêter. Quelqu'un dit qu'il ne pouvait pas être là. Mais personne ne réussit à le retenir. Il prit la main de Sophie. Et à ce moment précis, quand ses doigts touchèrent les doigts froids de Sophie, le moniteur cardiaque fit quelque chose d'impossible. Après 4 minutes de ligne plate, il recommença à enregistrer une activité faible, irrégulière, mais présente. Chez Sophie Moreau, qui était cliniquement morte, donna le premier signe de vie, et Antoine Dubois, le milliardaire, qui ne croyait en rien d'autre qu'aux chiffres et aux contrats, murmura les mots qu'il ne savait pas connaître. « Pas encore, s'il vous plaît, pas cette fois. » Il ne savait pas pourquoi il disait ça. Il ne savait pas d'où ces mots venaient. Mais quand il les prononça, le moniteur de Sophie fit un bond, encore une fois,
comme si elle avait entendu, comme si elle se battait pour revenir, comme si 200 ans d'attente étaient sur le point de se terminer. Le médecin-chef regarda Antoine, avec une expression qui mélangeait un choc scientifique et quelque chose qu'il ne parvenait pas à définir. « Cesse, monsieur, vous devriez sortir, dit-il. Ce n'est pas normal. » Antoine ne bougea pas. « Je ne la quitterai pas, répondit-il. Pas cette fois. » Et une fois de plus, sans savoir pourquoi, il avait dit ces mots. Pas cette fois. Comme s'il y avait eu d'autres fois. Comme si c'était déjà arrivé avant. À la porte des urgences, Madame Gisèle pleurait silencieusement, sur ses genoux. La petite Léa dormait, avec une expression étrangement sereine. Pour une enfant dont la mère était en train de mourir, et sur les lèvres de la fillette, des mots murmurés en dormant. Papa est venu. Cette fois, il est venu à temps. Personne n'entendit. Personne. Excepté Madame Gisèle, qui pleura encore plus, parce qu'elle savait. Elle savait ce que cette famille attendait depuis 200 ans. Elle savait ce que l'histoire de l'arrière-arrière-grand-père signifiait réellement. Et elle savait que cette nuit-là, dans cet hôpital, le destin de 2 âmes était sur le point de changer pour toujours. Les moniteurs continuaient de biper. Faible, irrégulier, mais vivant. Sophie Moreau se battait pour revenir, et Antoine Dubois, sans savoir comment ni pourquoi, tenait la ligne, qui la maintenait connectée à ce monde. Une ligne tissée il y a 200 ans, une ligne, que même la mort ne parvenait pas à couper. Du moins, pas complètement, du moins, pas cette fois. Si vous croyez que certaines connexions vont au-delà du temps, au-delà de la raison, au-delà de tout ce que la science peut expliquer, alors continuez avec moi. Parce que ce qui s'est passé dans les prochaines heures, dans cet hôpital, allait changer tout ce qu'Antoine Dubois pensait savoir sur la vie, la mort et l'amour. Il était sur le point de découvrir que certaines promesses traversent les siècles et que certaines âmes refusent simplement d'arrêter de se rencontrer, peu importe le nombre de vies nécessaires, peu importe le nombre de morts, peu importe le temps. L'horloge marquait 16h12. Sophie Moreau était techniquement morte, depuis 25 minutes. Et pourtant, d'une manière impossible, son cœur insistait pour battre, un bip à la fois, comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Et Antoine Dubois, tenant sa main glacée, n'avait pas la moindre intention de la lâcher. Les 3 heures suivantes furent les plus longues de la vie d'Antoine. Sophie restait dans le coma. Les médecins n'arrivaient pas à expliquer comment elle était encore en vie. Son cœur s'était arrêté pendant près de 30 minutes, selon la logique médicale. Il devrait y avoir des dommages cérébraux irréversibles. Selon la logique médicale, elle n'aurait jamais dû revenir, pas. Mais Sophie Moreau n'a jamais suivi la logique. Antoine resta à ses côtés tout le temps. Les médecins renoncèrent à essayer de le faire partir. Il y avait quelque chose dans son regard qui les faisait reculer. Quelque chose de féroce, quelque chose d'ancien, quelque chose qui n'appartenait pas à ce siècle. Alors que la nuit tombait sur Paris, Madame Gisèle eut finalement l'occasion de raconter son histoire. Elle s'assit à côté d'Antoine, avec Léa toujours endormie sur ses genoux, et commença à parler à voix basse. « Mon arrière-grand-père m'a raconté ça, quand j'étais juste une petite fille, dit-elle. J'avais 12 ans, et je travaillais dans la cuisine de l'hôtel particulier. Monsieur Henri était vieux, près de 90 ans. Il savait qu'il allait mourir bientôt, et il avait besoin de le raconter à quelqu'un. Antoine ne quitta pas Sophie des yeux, mais il écoutait chaque mot. Il a dit que la famille Dubois portait une malédiction, continua Madame Gisèle, ou une bénédiction, selon la façon dont on voit les choses. Une histoire qui a commencé en 1820, pendant les guerres napoléoniennes. Antoine sentit ce frisson à nouveau, la même sensation qu'il avait quand il touchait Sophie, la même sensation qu'il avait dans ses rêves. Son arrière-arrière-grand-père s'appelait Antoine. Comme vous, il était un révolutionnaire pauvre, un soldat sans famille, sans argent,
sans avenir. Il se battait pour la liberté. C'est parce qu'il n'avait rien à perdre. Elle fit une pause, jusqu'à ce qu'il rencontre Sophie. Antoine tourna finalement la tête. « Sophie », répéta-t-il, le même nom. Madame Gisèle acquiesça. Sophie était la fille d'un noble, une des femmes les plus riches et puissantes de Paris. Elle n'aurait même pas dû regarder un homme comme Antoine. Mais elle regarda. Et quand elle regarda, quelque chose se produisit. Ce qui s'est produit, l'impossible. Ils tombèrent amoureux, un amour interdit, un amour qui n'avait aucun sens, dans aucune logique de l'époque. Le révolutionnaire pauvre et la fille d'un noble. Ils se rencontraient en secret, échangeaient des lettres, faisaient des plans. Madame Gisèle regarda Sophie sur le lit, jusqu'à ce qu'Antoine soit capturé. La voix de la vieille femme trembla. Il fut condamné à mort. Exécution par fusillade. Le matin où ils allaient le tuer. Sophie apparut. Personne ne sait comment elle l'a découvert. Personne ne sait comment elle est arrivée à temps. Mais elle était là, aux portes de la prison, implorant pour sa vie. Antoine sentit des larmes dans ses yeux, des larmes qu'il ne comprenait pas. Ce qui s'est produit. Les soldats s'en fichèrent, les ordres étaient clairs. Antoine fut emmené au peloton d'exécution. Sophie tenta de les arrêter. Elle cria, implora, offrit de l'argent, offrit sa propre vie en échange. Madame Gisèle ferma les yeux. Quand les soldats levèrent leurs armes, Sophie se jeta devant lui. Antoine arrêta de respirer. La balle qui était pour lui la toucha, dans le dos. Exactement où Sophie a la marque de naissance, compléta Antoine, sa voix se brisant. Madame Gisèle acquiesça, des larmes ruisselant sur son visage ridé. Elle est morte dans ses bras, sur cette place, entourée de soldats. Et avant de mourir, elle a fait une promesse. Quelle promesse? Madame Gisèle regarda Léa, endormie. À chaque vie, je te retrouverai. Et à chaque vie, je mourrai pour toi, jusqu'à ce que nous puissions vivre ensemble. Les mots résonnèrent dans la chambre silencieuse de l'hôpital. Antoine sentit quelque chose se briser en lui, ou quelque chose se reconstruire. Il ne savait pas dire quoi. « Vous êtes en train de me dire que c'est déjà arrivé avant ?» Madame Gisèle acquiesça. « Plusieurs fois. Votre arrière-grand-père a fait des recherches. Il a trouvé des registres. À chaque génération de la famille Dubois, il y avait un homme appelé Antoine. Et à chaque génération, une femme apparaissait. Une femme avec la marque dans le dos. Une femme qui mourait trop tôt. » Antoine regarda Sophie. Et cette fois, Madame Gisèle lui serra la main. « Cette fois, vous êtes arrivé à temps. Pour la première fois en 200 ans, vous êtes arrivé à temps. » Antoine n'arrivait pas à intégrer tout cela. C'était de la folie. C'était impossible. C'était contre tout ce en quoi il croyait. Mais alors, pourquoi cela avait-il autant de sens? Pourquoi rêvait-il de cette femme depuis son enfance? Pourquoi avait-il ressenti cette connexion au premier instant où il avait vu Sophie? Pourquoi avait-il prononcé ces mots dans l'ambulance? Des mots qui n'étaient pas les siens, des mots d'un autre temps? Et pourquoi, quand il regardait la marque dans le dos de Sophie, il ressentait une douleur si profonde que cela semblait déchirer son âme? « Ce n'est pas une coïncidence, » murmura-t-il. « Rien de tout cela n'est une coïncidence. » Madame Gisèle secoua la tête. « Cela ne l'a jamais été. » Antoine se leva. Ses jambes tremblaient, mais il avait besoin de voir. Il avait besoin de trouver des preuves. « Que vous a raconté d'autre votre arrière-grand-père? Il y avait des documents? Il y avait quelque chose? » « Oui. Il y a un coffre-fort à l'hôtel particulier Dubois, dans le bureau de votre grand-père. Monsieur Henri y a tout mis avant de mourir. Il a dit qu'un jour ce serait nécessaire. » Antoine prit le téléphone. « Faites ouvrir ce coffre-fort, maintenant, et apportez tout ce qu'il y a à l'intérieur ici. » Une demi-heure plus tard, un employé de l'hôtel particulier arriva à l'hôpital portant une boîte en acajou ancien. Antoine l'ouvrit avec des mains tremblantes. Et ce qu'il vit à l'intérieur changea sa vie pour toujours. Un portrait, peint à l'huile, daté de 1819. Une femme en robe élégante, cheveux foncés, yeux profonds, le visage de Sophie Moreau.
Identiques, exactement identiques, jusqu'à la petite tache de naissance que le peintre avait incluse sur le cou. Antoine laissa tomber le tableau. Ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine le tenir. « C'est impossible, murmura-t-il. Il y avait d'autres choses dans la boîte. Des lettres jaunies par le temps, un journal, une bague en argent avec une inscription et un document, vieux, fragile, presque en train de se défaire sur les bords. Un acte de mariage. Antoine Dubois et Sophie-Marie del Carmen Fuentes, mariés en secret 2 semaines avant l'exécution. La date était janvier 1820. Exactement 200 ans avant le mois où Sophie Moreau a été engagée pour travailler à l'hôtel particulier Dubois. Antoine s'assit lourdement sur la chaise. « Nous étions mariés, dit-il, et sa voix venait d'un autre monde. Nous étions mariés et je ne le savais pas. » Madame Gisèle regarda Sophie dans le lit. Elle non plus ne le savait pas. Mais vos âmes le savaient. Vos âmes n'ont jamais oublié. Antoine ouvrit le journal. Les pages étaient fragiles, mais encore lisibles. C'était l'écriture d'une femme, élégante, raffinée. Il lut la première entrée. « Aujourd'hui, j'ai rencontré un homme qui va changer ma vie. Il est pauvre et révolutionnaire. Et il devrait être mon ennemi. Mais quand j'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu l'éternité. J'ai vu toutes les vies que nous avons déjà vécues ensemble. J'ai vu toutes les vies que nous vivrons encore. Mon âme l'a reconnu avant que mon esprit ne sache son nom. » Antoine ferma le journal. Des larmes coulaient librement sur son visage. « Elle savait, dit-il. Depuis le premier moment, elle savait. Et à chaque vie, dit doucement Madame Gisèle, elle revenait, cherchant, espérant, remplissant la promesse. Quelle promesse? La promesse de mourir pour lui jusqu'à ce qu'ils puissent vivre ensemble. Antoine regarda Sophie dans le lit. Elle est morte aujourd'hui, mais elle est encore là. Je l'ai serrée dans mes bras. Je ne l'ai pas laissée partir. Peut-être est-ce cela, dit Madame Gisèle. Peut-être que cette fois, l'amour est plus fort que la promesse. Antoine serra à nouveau la main de Sophie. Et à ce moment, quand ses doigts touchèrent les siens, quelque chose se passa. Les moniteurs commencèrent à biper plus vite. L'infirmière courut vérifier. « Elle se réveille !» cria-t-elle. « Appelez le médecin !» « Elle se réveille !» Antoine sentit son cœur s'accélérer. Sophie. Ses yeux commencèrent à bouger sous ses paupières fermées. Ses lèvres bougèrent. Et le son qui sortit était impossible. C'était espagnol, mais pas l'espagnol moderne. C'était un dialecte ancien, colonial, disparu depuis plus de 100 ans. Et elle disait quelque chose, répétant, comme si elle était dans un rêve. « Je t'ai trouvé, après tant de temps. Je t'ai trouvé. » Les médecins entrèrent en courant. « Éloignez-vous. Nous devons l'examiner. » Mais Antoine ne lâcha pas sa main. Et quand Sophie ouvrit finalement les yeux, elle ne regarda pas les médecins, elle ne regarda pas les machines. Elle regarda directement Antoine et dit, en espagnol parfait du 19e siècle, des mots qu'il connaissait de ses rêves. « Cumpli mi promesa mi amor. Te rencontre. » Le médecin se figea. L'infirmière laissa tomber sa tablette. Et Antoine Dubois, le milliardaire qui ne croyait en rien d'autre que le monde matériel, répondit dans une langue qu'il n'avait jamais étudiée. « Yo también te encontre, mi reina, y esta vez no te dejaré ir. » Quand il réalisa ce qu'il avait dit, il comprit que ce n'était pas lui qui parlait. C'était un autre, d'un autre temps, d'une autre vie. Et Sophie, allongée sur ce lit d'hôpital avec des tubes et des fils connectés à son corps, sourit. Le même sourire que le portrait de 1819, le même sourire des rêves d'Antoine, le même sourire d'il y a 200 ans. « Tu es venu ?» dit-elle, et sa voix était faible mais ferme. « Cette fois, tu es venu à temps. » Antoine sentit des larmes couler sur son visage. « Cette fois, je suis venu, » répondit-il, « et je ne partirai plus jamais. » À la porte de la chambre, Madame Gisèle pleurait, et dans ses bras, la petite Léa se réveilla. La petite fille regarda sa grand-mère, puis Antoine, et dit, avec la naïveté d'un enfant qui sait des choses que les adultes ont oubliées, « Vous vous êtes enfin souvenu.
J'ai toujours su que vous vous souviendriez. Personne ne comprit. Personne, sauf Madame Gisèle, qui vit dans les yeux de Léa la même lumière ancienne qui brillait dans les yeux de Sophie, et sut à ce moment-là que cette famille avait encore beaucoup d'histoires à raconter, des histoires de 200 ans, des histoires d'âmes qui refusent de se séparer, des histoires d'amour que même la mort ne peut détruire. L'horloge marquait 21h37. Sophie Moreau était revenue des morts, et Antoine Dubois comprenait enfin pourquoi il avait attendu toute sa vie. Il attendait Sophie, tout comme elle, l'attendait, depuis 1820, à travers d'innombrables vies, à travers d'innombrables morts, jusqu'à ce que finalement, ce mardi de novembre, leurs âmes se rencontrent à nouveau. Et cette fois, aucun des deux n'avait l'intention de se laisser partir. Si vous avez des frissons maintenant, mettez un commentaire juste en dessous, parce que ce qui va suivre va faire paraître tout ça, comme juste le commencement. Parce que Sophie Moreau avait plus que des souvenirs à révéler, elle avait des preuves qui défieraient tout ce qu'Antoine pensait savoir sur le monde et sur lui-même. Les heures suivantes furent un tourbillon d'émotions, de souvenirs et de révélations que personne dans cet hôpital n'oublierait jamais. Sophie était réveillée, physiquement faible, mais mentalement présente, d'une façon qui effrayait les médecins. Elle n'avait pas de dommages cérébraux, elle n'avait pas de séquelles. Elle était parfaitement lucide, et elle se souvenait de tout, pas seulement de cette vie, de toutes. Quand les médecins quittèrent finalement la chambre, Sophie regarda Antoine, avec des yeux qui portèrent des siècles de mémoire. « Tu veux savoir ?» dit-elle. « Tu veux comprendre ?» Antoine acquiesça. Les mots ne venaient pas. « Alors, donne-moi ta main, et je vais te montrer. » Antoine hésita. La dernière fois qu'il avait touché sa main, quelque chose d'impossible s'était produit. Mais alors, il plongea son regard dans les yeux de Sophie, et il vit quelque chose qu'il reconnaissait, quelque chose que son âme connaissait, même si son esprit ne comprenait pas. Il tendit la main, leurs doigts s'entrelacèrent, et le monde disparut. Antoine n'était plus à l'hôpital. Il était sur une place ancienne, coloniale, entourée de constructions d'une autre époque. Le soleil se levait, il y avait des soldats partout, et au centre de la place, un homme attaché à un poteau, lui-même, ou plutôt une version de lui. D'un autre temps, Antoine vit son propre visage, d'il y a 200 ans, sale, blessé, mais avec des yeux qui brûlaient, de détermination. Autour, des soldats français préparèrent leurs fusils, une exécution. Il était sur le point d'assister à sa propre mort. Mais alors, il entendit un cri. Sophie. Elle venait en courant, vêtue comme une noble, cheveux défaits, larmes au visage. Les gardes tentèrent de la retenir, mais elle se dégagea. « Non, s'il vous plaît, prenez-moi, tuez-moi. » Lui n'a rien fait. Le commandant l'ignora. Préparé. Les soldats levèrent les armes. Sophie courut plus vite. Visée. Elle était presque là. Feu. Et alors, dans la dernière seconde, Sophie se jeta devant Antoine. La balle l'atteignit dans le dos, exactement où la marque de naissance serait. Antoine sentit l'impact, comme si c'était dans son propre corps, vit Sophie tomber dans ses bras, vit le sang, vit la vie, lentement, s'échapper de ses yeux, et entendit les mots qu'elle murmura. « Dans chaque vie, je te retrouverai, et dans chaque vie, je mourrai pour toi, jusqu'à ce que nous puissions vivre ensemble. Je le promets, mon amour, je le promets. » Antoine d'il y a 200 ans cria, un cri qui déchira le temps, un cri qui résonna à travers les siècles. Et Antoine du présent, assistant à cette scène, sentit des larmes couler sur un visage qui n'était plus à l'hôpital. Il était là, en 1820, tenant le corps de Sophie pendant qu'elle mourait. « J'ai vu ça », murmura-t-il. « En rêve, toute ma vie, j'ai vu ça. » La vision changea. Maintenant, il était dans un autre lieu, une autre époque.
des décennies plus tard. Une femme travaillait dans une usine, cheveux noirs, yeux profonds. Sophie, une autre version d'elle. Et de l'autre côté de l'usine, un homme l'observait, lui-même, une autre version. Ils se rencontraient en secret, même étant de classes différentes, même sachant que c'était interdit. Et alors, un incendie, l'usine, prenant feu. Sophie, sauvant des enfants, pendant que le toit s'effondrait. Elle mourut dans cet incendie. Il arriva trop tard. La vision changea à nouveau. Des décennies plus tard, une autre vie. Sophie était une infirmière dans une guerre. Antoine était un soldat blessé. Elle prit soin de lui pendant des semaines. Ils tombèrent amoureux. Et quand une bombe atteignit l'hôpital, Sophie couvrit son corps avec le sien. Elle mourut. Il survécut. La vision changea encore une fois. Vie après vie, mort après mort. Toujours elle, mourant pour lui. Toujours lui, arrivant trop tard. Toujours la promesse, étant accomplie, mais jamais complétée. Dans chaque vie, je te retrouverai. Et dans chaque vie, je mourrai pour toi, jusqu'à ce que nous puissions vivre ensemble. Antoine vit des décennies passées, comme des secondes, vit des visages différents, mais la même âme, vit des vêtements d'époques différentes, mais le même amour, vit l'histoire se répéter, maintes et maintes fois, jusqu'à ce que la vision s'arrête, au présent, à l'hôpital, où Sophie Moreau gisait, cliniquement morte, et où Antoine Dubois, pour la première fois en 200 ans, arriva à temps, ne la laissa pas partir, tint sa main et la ramena. Antoine ouvrit les yeux, était de retour dans la chambre d'hôpital, sa main, toujours entrelacée avec celle de Sophie. Des larmes coulaient sur son visage. Son cœur battait si fort que ça faisait mal. « Tu as vu, » dit Sophie, doucement. « J'ai tout vu. Maintenant tu comprends. » Antoine ne pouvait pas parler. Les émotions étaient trop fortes. Il la serra dans ses bras, comme s'il avait attendu 200 ans pour ce moment. Parce que c'était le cas. « Pardonne-moi, » murmura-t-il, « pour toutes les fois où je suis arrivé trop tard, pour toutes les fois où je n'ai pas réussi à te sauver. » Sophie caressa son visage. « Tu n'as pas à demander pardon. C'était ma promesse. J'ai choisi de mourir pour toi, dans chaque vie, jusqu'à ce que nous puissions vivre ensemble. Mais maintenant, tu m'as sauvé. Pour la première fois, tu m'as sauvé. » Elle sourit. « Le cycle peut finalement s'achever. » Antoine la regarda dans les yeux. « Je ne vais plus te perdre, jamais plus, je le jure. » Sophie serra sa main. « Je sais, j'ai toujours su qu'un jour, tu arriverais à temps. » De l'autre côté de la chambre, un son fit que les deux se retournent. Léa était réveillée, assise sur la chaise, à côté de Madame Gisèle, et ses yeux brillaient, avec la même lumière ancienne qui brillait dans les yeux de Sophie. « Je me souviens aussi, » dit la petite fille. « Je me souviens de tout. » Sophie sentit son cœur s'accélérer. « Ma fille !» Choès Léa marcha jusqu'au lit. Ses pas étaient petits, mais fermes. « Vous étiez ma maman en 1820 aussi, » dit-elle, « et Monsieur Antoine était mon papa. Nous étions une famille avant que les soldats ne viennent. » Antoine regarda Sophie. La vision qu'il avait eue, le visage de la femme qui mourut dans ses bras. Elle était enceinte. Il ne l'avait pas réalisé avant, mais maintenant, il voyait clairement. La balle qui tua Sophie en 1820 ne tua pas seulement elle. Tua sa fille aussi, la fille qui maintenant était là, renaissante, attendant que ses parents se souviennent finalement. Antoine sentit quelque chose se briser et se reconstruire en même temps à l'intérieur de lui. « Léa », il murmura. La petite fille sourit. « Tu t'es enfin souvenu, papa ?» Elle l'avait appelé papa. Et cette fois, ce n'était pas une erreur. C'était une vérité de 200 ans, enfin reconnue. Antoine s'agenouilla au bord du lit. Il regarda Sophie, il regarda Léa, sa famille. La famille qu'il avait cherchée pendant 2 siècles, sans le savoir. La famille qui avait été séparée tragiquement, dans une autre époque.
la famille qui était, enfin, réunie. Sophie pleurait, Léa souriait, et Antoine ressentait une paix qu'il n'avait jamais expérimentée, une paix qui venait de, enfin comprendre, enfin, se souvenir. Enfin, retrouvés, nous étions une famille, dit Sophie, sa voix se brisant, et nous allons l'être, de nouveau. Antoine prit la main de Léa avec sa main gauche, et la main de Sophie avec sa main droite. Cette fois, il promit, personne ne nous séparera. Madame Gisèle, qui observait tout depuis la porte, finalement prit la parole. Il y a autre chose, dit-elle. Quelque chose que vous devez voir. Elle s'approcha de la boîte en acajou, qui était toujours dans la pièce, et en sortit un objet qu'Antoine n'avait pas remarqué avant. Un petit chausson de bébé, brodé avec des initiales. LDD, Léa Dubois-Durand, la même Léa, qui était maintenant là, à 4 ans, regardant le chausson avec des yeux et qui reconnaissait. C'était le mien, dit-elle simplement. Tu me l'as donné le jour de ma naissance, papa, avant que les soldats n'arrivent. Antoine prit le chausson. C'était si petit, si fragile, si ancien, et pourtant, d'une manière impossible. Il avait survécu 200 ans. Votre arrière-grand-père l'a gardé, expliqua Madame Gisèle, avec tous les autres objets. Il savait qu'un jour, il serait nécessaire. Antoine regarda le chausson, puis Léa, puis Sophie. 200 ans, 200 ans d'attente, 200 ans de mort, 200 ans de promesses. Et finalement, ce mardi de novembre, dans une chambre d'hôpital, tout prenait un sens. Il n'était pas seulement un milliardaire. Sophie n'était pas seulement une employée. Léa n'était pas seulement une enfant. Ils étaient une famille, l'ont toujours été, dans toutes les vies, dans tous les temps. Et maintenant, finalement, ils étaient ensemble. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous sentez le poids de cette histoire dans votre cœur, commentez quelle partie vous a le plus ému. Parce que ce qui s'est passé dans les heures suivantes, dans cet hôpital, était encore plus impossible. Sophie avait une dernière révélation, une révélation qui changerait tout, une révélation sur comment briser le cycle, une fois pour toutes. Et Antoine Dubois, pour la première fois de sa vie, était prêt à croire à l'impossible, parce que l'impossible, c'était sa famille, et il n'était pas disposé à les perdre, jamais plus. La nuit avançait, dans l'hôpital. Les médecins n'arrivaient toujours pas à expliquer la récupération miraculeuse de Sophie. Les examens ne faisaient aucun sens. Une femme qui était restée cliniquement morte pendant près de 30 minutes devrait avoir des dommages cérébraux sévères, devrait avoir des problèmes cognitifs, devrait à peine pouvoir parler. Mais Sophie était parfaitement lucide, plus que lucide. Elle se souvenait de choses qu'il ne devrait pas être possible de se souvenir. Quand les médecins les laissèrent enfin tranquilles, elle regarda Antoine avec une expression sérieuse. « Il y a quelque chose que tu dois comprendre, » dit-elle. « Sur la promesse, sur le cycle. » Antoine acquiesça. « Quand j'ai fait cette promesse en 1820, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais mourante, j'étais désespérée. Je voulais juste te retrouver, de nouveau. » Sophie fit une pause, mais les promesses faites au seuil de la mort ont du pouvoir, plus de pouvoir que je ne l'imaginais. Qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis conditionné à mourir pour toi, dans chaque vie. C'était la seule façon que je connaissais de remplir la promesse, mourir pour toi, jusqu'à ce que nous puissions vivre ensemble. Mais je n'arrivais jamais à la deuxième partie, parce que je mourais toujours avant. Antoine sentit un frisson. C'était un cycle, continua Sophie, un cycle que j'ai moi-même créé et que j'ai moi-même perpétué pendant 200 ans. Mais cette fois, c'était différent. Oui, cette fois, tu m'as retenu. Tu n'as pas voulu me laisser partir, pour la première fois. L'amour a été plus fort que la mort, pour la première fois. Tu es arrivé à temps. Alors, le cycle est terminé.
Sophie hésita. Presque. Qu'est-ce qu'il manque? Elle regarda la marque de naissance sur son dos. Toujours visible. Toujours là. Tant que cette marque existera. Le cycle est encore actif. Je suis toujours lié à cette promesse. Toujours condamné à mourir pour toi. Antoine sentit son sang se glacer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sophie prit sa main. Tu dois me libérer de la promesse. Tu dois me dire que tu ne veux pas que je meure pour toi. Tu dois me choisir, vivante. Ça a l'air si simple, mais ça ne l'est pas. Parce que tu dois vraiment y croire. Tu dois vraiment le vouloir. Tu dois vraiment choisir de m'avoir vivante, au lieu d'avoir ma mort, comme preuve d'amour. Antoine la regarda dans les yeux. Il comprenait maintenant. La promesse de Sophie n'était pas seulement de mourir pour lui, c'était de prouver l'amour à travers le sacrifice et pour briser le cycle. Antoine devait refuser le sacrifice, devait dire que l'amour n'a pas besoin de mort pour être réel, devait choisir la vie. Je t'aime, dit-il. Et sa voix était ferme. Je t'ai aimé en 1820. Je t'ai aimé dans chaque vie où nous nous sommes rencontrés. Je t'ai aimé, même sans savoir qui tu étais. Il prit son visage entre ses mains. Mais je ne veux pas ta mort, comme preuve. Je ne veux pas ton sacrifice. Je te veux, vivante, ici, avec moi, avec Léa, comme une famille. Sophie sentit des larmes couler. Et je te libère de ta promesse, continua Antoine. Je te libère du cycle. Je te choisis vivante. Je te choisis présente. Je te choisis pour toujours. Quand il eut fini de parler, quelque chose se produisit. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais. La marque de naissance sur le dos de Sophie commença à briller. Une lumière dorée, douce, chaude, et alors, lentement, commença à disparaître. Antoine regarda aux incrédules. La marque qui était là, toute la vie de Sophie. La marque qui représentait la balle qui l'avait tuée en 1820. La marque qui était la preuve physique de la promesse était en train de s'évanouir. Sophie sentit un picotement dans son dos. Ça ne faisait pas mal. C'était presque libérateur. Ça fonctionne, murmura-t-elle. Ça fonctionne, vraiment. La lumière s'intensifia, un instant, et alors, disparut, et avec elle, la marque. Antoine toucha le dos de Sophie. Peau lisse, sans marque, sans cicatrice, sans rien. Elle a disparu, dit-il. La voix pleine d'émerveillement. La marque a disparu. Sophie pleurait, mais c'était des larmes de joie. Le cycle est terminé, dit-elle. 200 ans. Finalement, c'est terminé. Elle l'étreignit. Et cette fois, il n'y avait pas de poids de promesse. Il n'y avait pas d'ombre de mort. Il n'y avait que de l'amour. Amour libre, amour vivant. Un amour qui pouvait enfin exister sans sacrifice. Sur la chaise à côté, Léa dormait paisiblement, à nouveau, mais dans ses rêves. Elle souriait, parce qu'elle le sentait aussi. La famille était enfin libre, libre de vivre, libre d'aimer, libre d'être ce qu'elle aurait toujours dû être depuis 200 ans. L'horloge sonnait 3 heures du matin. Quand Antoine a enfin tout compris, il a compris pourquoi il était né riche dans cette vie. Il a compris pourquoi Sophie était née pauvre. Il a compris pourquoi leurs chemins s'étaient recroisés sous la forme d'un patron et d'une employée. L'univers était en train de les tester. En 1820, elle était riche et lui était pauvre. Elle s'était sacrifiée pour lui. Maintenant, les positions étaient inversées. Et la question était, se sacrifierait-il pour elle? Pas dans la mort, dans la vie. Abandonnerait-il sa position sociale, ses attentes, tout ce que le monde attendait d'un milliardaire, pour une employée, pour une mère célibataire, pour une femme que le monde dirait n'être pas faite pour lui? Antoine regarda Sophie dormir, et il sut, à cet instant précis, que sa réponse était oui, oui pour toujours.
Oui, sans hésitation. Oui, de tout son être. Parce qu'elle n'était pas seulement une employée, elle était son éternité. Et aucune barrière sociale, aucune attente, aucun jugement ne valait plus que 200 ans d'amour, attendant de pouvoir enfin être vécu. Les jours suivants furent les plus intenses de la vie d'Antoine. Sophie a quitté l'hôpital une semaine plus tard. Les médecins ne parvenaient toujours pas à expliquer sa guérison. Ils l'ont qualifiée de miracle médical, d'anomalie statistique, de phénomène inexplicable. Ils ne savaient pas que le véritable miracle s'était produit 200 ans plus tôt, sur une place de Paris. Quand une femme est morte avec une promesse sur les lèvres, Antoine a emmené Sophie et Léa à l'hôtel particulier. Pas comme employés, comme famille. Les employés furent choqués. Les associés furent indignés. La presse entra en frénésie. Milliardaire parisien assume une relation avec son ancien employé. Les manchettes étaient cruelles. Les réseaux sociaux étaient pires. Mais Antoine s'en fichait. Pour la première fois de sa vie, il comprenait ce qui importait vraiment. Et ce n'était pas les affaires, ce n'était pas l'argent, ce n'était pas le statut, c'était l'amour. Un amour qui avait survécu à 200 ans de séparation. Un amour qui avait traversé des morts et des renaissances. Un amour qui enfin, après tant d'attentes, pouvait être vécu en paix. Une semaine après la sortie de Sophie de l'hôpital, Antoine a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Il l'a emmenée au même atelier où le portrait de 1819 avait été peint. L'atelier existait toujours, maintenant. C'était une galerie d'art. Et quand Antoine a expliqué ce qu'il voulait, le propriétaire de la galerie fut ému. « Vous voulez que je peigne un nouveau portrait ?» dit-il. « Pour commémorer la continuation de l'histoire ?» Antoine acquiesça, mais cette fois, avec toute la famille. 3 semaines plus tard, le portrait fut terminé. Sophie, Antoine et Léa, ensemble, souriants, vivants. Le peintre avait placé l'ancien portrait en arrière-plan de la composition, comme une ombre, un souvenir, un hommage au passé. Mais l'accent était mis sur le présent. 3 personnes qui s'étaient enfin trouvées. 3 âmes qui avaient enfin achevé leur cycle. 3 cœurs qui avaient enfin trouvé la paix. Antoine a accroché le nouveau portrait à côté de l'ancien, dans le bureau de l'hôtel particulier. 200 ans de différence, mais le même amour. Madame Gisèle, qui avait été témoin de tout, a finalement raconté sa propre histoire. « Moi aussi, j'ai des souvenirs », dit-elle un soir, pendant que la famille dînait. Des souvenirs d'autres vies, d'autres époques. Antoine la regarda, surpris. « Vous aussi ?» Madame Gisèle acquiesça. « J'étais la nourrice de Léa en 1820. J'étais là quand les soldats sont venus. J'ai essayé de la protéger, mais je n'ai pas réussi. Et quand je suis morte dans cette vie, j'ai fait ma propre promesse. » Quelle promesse? J'ai promis que je retrouverais cette famille, et que cette fois, j'aiderais à vous réunir. Sophie serra la main de la vieille gouvernante. « Et vous avez réussi, dit-elle. Vous nous avez trouvés. Vous avez gardé les secrets. Vous avez tout maintenu jusqu'à ce que nous soyons prêts. » Madame Gisèle sourit, les larmes aux yeux. « 50 ans, dit-elle. 50 ans à travailler pour la famille Dubois, à attendre, à observer, à prier pour que le jour où vous vous souviendriez enfin arrive. » Léa, qui écoutait tout avec ses yeux sages d'enfant ancienne, se leva de sa chaise et embrassa Madame Gisèle. « Merci, grand-maman Gisèle, d'avoir attendu pour nous. » La vieille gouvernante pleura. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait grand-mère. Et c'était la chose la plus belle qu'elle ait jamais entendue. 2 mois plus tard, Antoine prit une décision. Il organisa une cérémonie, sur la même place où, 200 ans auparavant, tout s'était terminé en tragédie. La place avait changé. Maintenant, c'était un parc public. Mais les vieilles pierres étaient toujours là. Les arbres centenaires offraient toujours de l'ombre. Et l'énergie du lieu portait toujours les souvenirs d'un autre temps. Antoine, Sophie et Léa étaient au centre du parc, autour d'eux. Seulement les personnes qui comptaient. Madame Gisèle, quelques employés fidèles, personne de la presse, personne de l'extérieur. Antoine prit les mains de Sophie. «
Il y a 200 ans, commença-t-il, dans ce même endroit, nous avons été séparés par la mort. Tu es morte dans mes bras avec une promesse sur les lèvres, et j'ai passé des siècles à essayer de te retrouver. Sophie pleurait. Mais maintenant, continua Antoine, le cycle est terminé. La promesse a été tenue, et j'ai une nouvelle promesse à faire. Il sortit une bague de sa poche. Ce n'était pas la bague en argent de 1820. Celle-ci était gardée dans la boîte en acajou, comme une relique. C'était une nouvelle bague, moderne, mais avec une inscription ancienne, pour toujours, dans chaque vie. « Sophie Moreau, » dit Antoine, « acceptes-tu d'être ma femme? Pas parce que le destin nous a réunis, pas parce que nos âmes se reconnaissent, mais parce que je te choisis, aujourd'hui, demain, et dans toutes les vies que nous vivrons encore ensemble. » Sophie ne pouvait pas parler. Les larmes l'en empêchaient, mais elle acquiesça. Et quand Antoine passa la bague à son doigt, quelque chose de magique se produisit. Le vent souffla doucement à travers le parc. Les feuilles des arbres dansèrent, et pendant un bref moment, un instant qui dura moins qu'un soupir, tous ceux qui étaient là le sentirent la présence d'autres époques, sentir le poids de 200 ans, enfin libérés, sentir la joie des âmes, qui avaient enfin trouvé leur place. Léa, tenant la main de Madame Gisèle, sourit. « Ils sont là », murmura-t-elle. « Toutes les versions d'eux, de toutes les vies, ils sont là. Ils regardent. Enfin en paix. » Madame Gisèle acquiesça. Elle le sentait aussi. 6 mois plus tard, Sophie et Antoine se marièrent officiellement. Pas lors d'une cérémonie grandiose pour la presse, dans une cérémonie petite, intime, et si pleine de signification. Léa était la demoiselle d'honneur, Madame Gisèle, la marraine. Et quand le prêtre a demandé si quelqu'un avait une objection, tous ont ri. Parce que qui pourrait objecter à un amour qui avait attendu 200 ans? La réception avait lieu à l'hôtel particulier, dans les jardins, sous les étoiles. Et quand Antoine et Sophie ont dansé leur première danse en tant que mari et femme, quelque chose d'impossible s'est produit. La musique était une valse ancienne, de 1820. Personne n'avait programmé cette musique, personne ne savait d'où elle venait, mais Sophie l'a immédiatement reconnue. C'était la musique qu'ils dansaient dans une autre vie, dans un autre temps, dans un autre monde. Antoine la regarda. « Tu te souviens? Je me souviens de toutes. » Ils dansèrent, et pendant qu'ils dansaient, pour un bref instant, ils n'étaient plus Antoine Dubois et Sophie Moreau. Ils étaient Antoine et Sophie de 1820, complétant enfin la danse qui avait été interrompue 200 ans plus tôt, vivant enfin le moment qu'ils n'avaient jamais eu la chance de vivre, enfin ensemble, libres, en paix. Les invités regardaient en silence, avec un respect profond. Personne ne comprenait complètement ce qui se passait, mais tous le sentaient. Ils sentaient que ce moment était beaucoup plus grand qu'une simple danse de mariage. Ils sentaient que ce moment était la conclusion d'une histoire qui avait commencé des siècles plus tôt. Ils sentaient que ce moment était, d'une certaine manière, sacré. Quand la musique s'est terminée, Antoine a embrassé Sophie et lui a murmuré à l'oreille les mêmes mots qu'il avait prononcés en 1820. « Pour toujours, mon amour, dans chaque vie. » Sophie sourit. « Pour toujours, » répondit-elle, mais cette fois, en vie. Et cette fois, c'était vrai. Cette fois, il n'y aurait pas de mort prématurée. Cette fois, il n'y aurait pas de séparation tragique. Cette fois, ils vivraient ensemble, vieilliraient ensemble, et quand le moment de partir arriverait, ils partiraient ensemble, sans promesse de douleur, sans cycle de souffrance, juste de l'amour, pur, libre, éternel. 1 an plus tard, Sophie donna naissance à un garçon. Antoine tenait son fils dans ses bras avec des larmes dans les yeux. Et quand il a regardé le visage du bébé, il a vu quelque chose de familier. Les mêmes yeux que son grand-père, les mêmes yeux que son arrière-grand-père, les mêmes yeux que la famille Dubois portait depuis des générations. « Il s'appelle Henri », dit Sophie, en hommage à son arrière-grand-père. L'homme qui a gardé les secrets pendant toutes ces années. Antoine acquiesça. Henri était parfait. Et Léa.
maintenant âgé de 5 ans, regarda son frère avec adoration. « Il est nouveau, dit-elle. Son âme est nouvelle. Il ne fait pas partie du cycle. » Antoine regarda sa fille. « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Le cycle était entre vous trois, expliqua Léa avec sa sagesse d'enfant ancienne. Toi, maman et moi, nous avions besoin de nous retrouver, mais Henri est un cadeau. Un cadeau parce que nous avons enfin réussi. Sophie serra sa fille dans ses bras. Tu es tellement sage, ma petite. Je me souviens de beaucoup de choses, maman. Mais maintenant je peux commencer à oublier. Maintenant je peux être juste une enfant. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans les mois suivants. Léa oublia lentement les souvenirs de vie passée. Pas de manière triste, de manière libératrice. Elle n'avait plus besoin de porter le poids des siècles. Le cycle était terminé. Elle pouvait enfin être juste une fillette de 5 ans, avec des parents qui l'aimaient, avec un petit frère à s'occuper, avec une vie entière devant elle, sans promesses anciennes, sans destin tragique, juste l'avenir. Madame Gisèle vécut encore 3 ans. Elle mourut en dormant, avec un sourire sur son visage, la veille. Elle avait dit à Antoine que sa mission était accomplie. « Je les ai trouvés », dit-elle. « Je les ai réunis. J'ai vu le cycle se terminer. Maintenant, je peux me reposer. » Aux funérailles. Antoine plaça une photo de Madame Gisèle à côté des portraits anciens. Elle faisait partie de l'histoire autant que n'importe qui d'autre. Et son héritage vivrait pour toujours dans la famille Dubois. 10 ans plus tard, Antoine et Sophie étaient assis dans le jardin de l'hôtel particulier. Léa, maintenant âgée de 14 ans, jouait avec Henri, âgé de 9 ans. Le soleil se couchait. Le ciel était doré. Et tout était en paix. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda Sophie. Antoine réfléchit un instant. « Je regrette d'avoir mis autant de temps, d'avoir lutté contre ce que je ressentais, d'avoir gaspillé 6 mois à faire semblant que tu n'étais qu'une employée. » Sophie sourit. 6 mois d'une vie, comparé à 200 ans d'attente. Je pense que nous pouvons pardonner ça. Antoine rit. Je pense que oui. Ils restèrent silencieux un instant, regardant leurs enfants jouer, ressentant la paix qu'ils avaient enfin conquise. « Tu te souviens encore ?» demanda Sophie. « Des autres vies. » Antoine acquiesça. « Mais cela devient distant, comme un rêve que vous savez avoir fait, mais que vous ne pouvez plus voir clairement. » Sophie acquiesça. « Pour moi aussi. Et je pense que c'est ainsi que cela doit être. Le passé doit rester dans le passé. Pour que nous puissions vivre le présent. » Antoine prit sa main. « Je t'aime, » dit-il. « Pas à cause du passé, pas à cause des autres vies. Je t'aime parce que tu es toi, ici, maintenant, dans cette vie. » Sophie se pencha et l'embrassa. « Je t'aime aussi, pour qui tu es, pour le père que tu es devenu, pour le mari que tu as choisi d'être. » Le soleil finit de se coucher. Les étoiles commencèrent à apparaître, et quelque part, dans un plan que les humains ne peuvent pas voir, 2 âmes qui avaient enfin trouvé la paix sourirent. Le cycle était terminé. L'amour avait gagné. Et après 200 ans de douleur, de sacrifices et d'attente, Antoine et Sophie avaient enfin ce qu'ils avaient toujours voulu. Une vie ensemble, simple, ordinaire, extraordinaire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, si vous avez ressenti quelque chose avec cette histoire, laissez un commentaire racontant votre expérience. Avez-vous déjà senti que vous connaissiez quelqu'un profondément, même si vous veniez de le rencontrer? Avez-vous déjà fait des rêves avec des personnes que vous n'avez jamais vues, mais qui semblèrent familières? Avez-vous déjà ressenti une connexion que vous ne pouvez pas expliquer? Parce que si vous l'avez ressenti, peut-être que ce n'est pas une coïncidence. Peut-être que c'est votre âme qui se souvient, se souvenant de promesses faites dans d'autres vies, se souvenant d'amours qui ont traversé les siècles, se souvenant de connexions que même la mort ne peut détruire. Certaines histoires sont plus grandes qu'une vie, certaines connexions sont plus fortes que le temps, et certains amours refusent simplement de mourir. Peu importe le nombre de vies nécessaires, peu importe le nombre de siècles qui passent, peu importe le nombre d'obstacles qui surviennent, le véritable amour trouve toujours un chemin, tout comme Antoine et Sophie l'ont trouvé. Après 200 ans,
à travers d'innombrables vies, à travers d'innombrables morts, jusqu'à finalement, un mardi de novembre, dans un hôpital de Paris, deux âmes sœurs se reconnaissent et ils décidèrent finalement de vivre ensemble, pour toujours, pas dans la mort, mais dans la vie. Ceci est l'histoire d'Antoine et Sophie, une histoire d'amour qui a traversé les siècles, une histoire de promesses tenues, une histoire d'âmes qui ont refusé d'abandonner, et une histoire qui peut-être vous rappellera quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, ou quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais que vous n'avez pas encore reconnu. Soyez attentifs, car votre âme sait toujours, et quand le moment sera venu, vous vous souviendrez aussi.